salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, la stérilisation définitive. C'est parti. Le 22 août, j'ai eu recours à la stérilisation définitive, à la ligature des trompes. Et j'avais très envie de vous en parler, de vous parler du chemin que ça a été pour en arriver là. J'ai aussi quelques questions de votre part auxquelles je vais répondre. Mais tout d'abord, d'où ça m'est venu, pourquoi et surtout, quel a été le parcours. Bien, depuis que je suis assez jeune, je sais que je ne veux pas d'enfant. Je pense qu'à 16 ans, c'est là que j'ai dit pour la première fois, mais je veux pas d'enfant, pourquoi je suis obligée d'avoir ça là. À 17 ans, j'ai parlé pour la toute première fois à un gynécologue de mon envie de ne pas avoir d'enfant. Et j'avais dit, est-ce que c'est possible de faire ce qu'il faut pour ne plus jamais tomber enceinte? À l'époque, bien sûr, il m'avait dit, ah mais pilule ou stérilet, sauf que pilule, c'est niette. J'ai arrêté les hormones déjà il y a pas mal de temps, lorsque j'avais 20 ans. À mes 18 ans, j'ai été voir une autre gynécologue et je lui ai dit, je veux me faire stériliser. Et elle m'a regardée, elle me dit, mais vous êtes trop jeune. Et en fait, depuis le jour de mes 18 ans, on me répète toujours, mais vous êtes trop jeune, vous allez changer d'avis, l'horloge biologique, et nanana, et l'instinct maternel. Non, ça n'existe pas. L'instinct maternel, l'horloge biologique n'existe pas. C'est juste un mythe, d'accord? Revoyez la science, revoyez tout ça et vous saurez que ce n'est qu'un mythe. Point barre. Certains médecins ont fini par me l'avouer il y a quelques années où je me suis dit mais on se fout de ma gueule. C'est un mythe. Et donc pendant une dizaine d'années, je peux le dire, j'ai dû me battre pour me faire entendre. J'ai vu en tout une dizaine de gynécologues qui m'ont à chaque fois dit ah non moi je ne pratique pas, ou alors ah non mais vous êtes beaucoup trop jeune, ou ah nanana, ah nanana. Il y avait toujours une excuse pour ne pas me stériliser alors que j'étais sûre de moi. Mon psychologue avec qui j'en parlais depuis que j'avais 20 ans le savait et à chaque fois il était mais indigné de savoir que on m'envoyait chier à chaque fois et qu'on osait remettre en considération mon envie d'enfant ou pas, en sachant que je ne veux pas d'enfant, je n'aime pas les enfants, je tolère ceux que j'aime, donc souvent l'enfant de mes amis par exemple, mais c'est tout quoi, et je les tolère, vous voyez, je ne les aime pas, enfin ça dépend, s'il y en a certains que j'aime, mais loin des yeux, près du cœur quoi, hein, voilà, c'est très bien aussi comme ça. Je ne veux pas d'enfant, point barre. Je refuse de mettre au monde un gosse qui va vivre dans notre société. Je refuse de mettre au monde un gosse qui risque un jour de péter un plomb et de faire n'importe quoi, de faire du mal à des gens, parce qu'il n'y a malheureusement pas que l'éducation qui compte, on le sait tous, parce que sinon alors le monde serait incroyable. Ce n'est pas le cas. Bref, je ne veux pas de ça. Et je ne veux pas d'un gosse dans mes pattes. Je ne sais déjà pas m'occuper de moi-même, ce n'est pas pour m'occuper d'un être humain qui aura besoin de moi toute sa vie. Et très égoïstement, si un jour j'arrive à avoir une vie stable, bah j'aimerais bien peut-être moi en profiter. Parce qu'en 25 ans, en 27 ans maintenant, je n'ai jamais eu de vie stable. Donc si un jour j'en ai une, je vous avoue, je vais d'abord en profiter avant de vouloir en faire profiter quelqu'un d'autre. Voilà. Avant qu'on me le dise dans les commentaires, mon compagnon est tout à fait d'accord, et même s'il ne l'était pas, de toute façon ce n'est pas mon problème. Si lui voulait un enfant, il aurait juste à me quitter et aller trouver une autre femme. Clairement, dès le début de notre relation, je lui ai dit, sache que je ne veux pas d'enfant. Il était d'accord, il ne veut pas d'enfant non plus en plus, donc c'est parfait. Donc moi j'ai continué à me battre pour absolument avoir droit à ma stérilisation. Donc au départ on était parti sur une simple ligature des trompes et vous verrez que ça a évolué dans quelque chose d'encore mieux pour moi. Mais ça a été des années où j'ai dû prendre des rendez-vous, où j'ai dû payer très cher. Je ne sais pas trop comment ça se passe en France, nous en Belgique, les prix c'est compliqué, étaient remboursés pas beaucoup, dirons-nous. Donc à chaque fois c'était les rendez-vous, c'était des prélèvements et des blabla et des blabla. Mais c'était jamais assez bien.
Jusqu'au jour où je suis tombée sur une gynécologue lorsque je déménageais à Tournai, où je lui ai dit, sachez que je ne veux pas d'enfant et je veux me faire stériliser. Et elle m'a regardée, elle me dit, est-ce que vous êtes sûre de vous? Je dis oui, ça fait depuis mes 16 ans que j'en parle, à 18 ans j'ai fait ma toute première demande, donc croyez-moi je suis sûre de ce que je fais. Et elle m'a dit, bah ok, pour moi ça me semble ok, mais il y a un temps, il y a un délai de réflexion. Et il faut que j'ai une preuve, un document qui dit que tu es assez stable pour ça, et surtout que ce n'est pas un coup de tête. Ce que je comprends à 100%, parce que même elle a eu le cas qu'il y a une femme, elle lui a juré pendant 3 ans qu'elle ne voulait pas d'enfant et qu'elle voulait se faire stériliser. Au bout de 3 ans, elle a accepté. Et 1 an après, même pas, cette femme a eu recours à la justice en disant que maintenant elle voulait des enfants, qu'est-ce qu'elle devait faire maintenant. Voilà, c'est des choses hyper compliquées, surtout pour les gynécologues qui en fait de base essaient de nous aider, et derrière il y a des personnes qui sont en fait pas stables mentalement, qui ne savent pas ce qu'elles veulent réellement, qui changent d'avis, mais une fois que c'est trop tard. Alors heureusement cette personne a eu une ligature des trompes. La ligature des trompes tu peux la défaire, mais il n'y a aucun... C'est finalement au petit bonheur la chance. Soit oui, tes pompes vont réussir à se remettre et donc tu pourras un jour avoir un enfant, soit pas du tout. Voilà, il y a des chirurgiens, des gynécologues qui vous diront que c'est réversible, d'autres qui vous diront oulala, moi je ne dis pas que c'est réversible, parce qu'on ne sait pas, c'est le corps, encore une fois, c'est le corps humain, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc écoutez, on espère à cette jeune femme qu'un jour elle aura un enfant. J'espère que cette fois-ci elle est sûre de son coup, parce qu'une fois qu'il sera né, il ne sera pas une question de dire ah finalement je ne veux plus d'enfant. Bref. Et là, c'était tout clair pour moi, parce que comment vous dire que mon psychologue qui me suit depuis mes 20 ans en a tellement entendu parler, il m'a juste... vraiment je lui ai envoyé un mail en me disant coucou, enfin une gynécologue veut bien m'opérer, peux-tu me faire un document comme quoi je ne suis pas folle et que ça fait longtemps que j'attends ça, merci, bisous. Et il m'a fait ok pas de problème, bisous. Et il m'a fait un document, j'ai été chercher, j'en ai profité en plus pour le revoir, donc c'était très chouette. Et le 22 août je suis arrivée à l'hôpital pour me faire opérer. Donc de base je devais avoir recours simplement à une ligature des trompes. Il faut savoir que pour la ligature des trompes il y a deux possibilités, soit une réelle ligature, donc avec fil on vient, voilà, soit une pose de clips. Alors il faut savoir qu'en Belgique un seul clips est remboursé par la mutuelle, le deuxième non, spoiler vous avez deux trompes. Mais en plus de ça, beaucoup de chirurgiens essayent de revenir en arrière, parce qu'en fait les clips, même l'hôpital peut en fournir qu'un. C'est au gynécologue de se procurer le deuxième et de payer le deuxième. Et il faut savoir qu'un clip coûte à peu près 1 million d'euros en Belgique, encore une fois je le répète. Donc c'est quand même quelque chose de... Voilà, donc moi directement je lui ai dit écoutez ligature, de toute façon je veux... Et souvent aussi, si on vous propose les clips, c'est parce que il paraît, encore une fois, je pense que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas trop non plus se fixer. C'est plus facilement réversible avec des clips qu'avec ligature classique. Donc moi directement, on est parti sur la ligature classique parce que moi j'en ai rien à foutre. C'est basta, c'est au revoir, je ne veux plus jamais en entendre parler. Il faut savoir qu'avant ça je portais donc un stérilet en cuivre. Je vous ai fait une vidéo sur le stérilet, je vous la mettrai dans le petit i juste ici, pour que vous puissiez entendre mon expérience sur le stérilet et pourquoi je voulais l'enlever et pourquoi enfin je voulais qu'on me foute la paix avec ça. Pour ceux qui me disent que le stérilet est tout aussi fiable qu'une ligature des trompes, c'est faux, parce que je suis tombée enceinte en étant sous stérilet. Et Dieu merci, mon corps a très bien réagi, parce qu'avant même qu'il y ait les moindres symptômes et je n'avais pas dépassé le mois et demi de grossesse, j'ai fait une fausse couche, étant donné en plus qu'il y avait un stérilet, c'est un peu compliqué de se placer pour lui, et donc il est parti. Je sais pas si je laisserai ça au montage ou pas, Miou, réfléchis bien à ce que tu fais. Bref, et donc j'avais ce stérilet. Donc on a pris un rendez-vous pour le 22 août à l'hôpital. Donc vous rentrez le matin, vous ressortez dès que l'opération est terminée. Moi je suis arrivée, j'étais trop bien, j'ai attendu mon petit tour, machin. Hop, je suis arrivée là-bas, je leur ai fait des petites blagues. Je lui ai dit, vous oubliez pas le stérilet, et pas une trompe sur deux, surtout vous. Parce que voilà, c'était des petites blagues entre nous. Mais voilà, j'étais très sereine, c'est très bien passé, la preuve, je suis là, je vais bien. Et j'ai eu la chance
incroyable qu'au dernier moment, elle me regarde droit dans les yeux, elle m'a dit si je peux tout enlever, j'enlève. Et je la regarde, je fais ah, bien sûr que oui. Donc je vous annonce que je n'ai pas juste eu une ligaturation des trompes, mais une ablation des trompes. Et donc, ciao baby! Plus rien ne peut passer, elle est inexistante, elle a été retirée. Alors quand je dis ça la première fois à mes médecins, ils me regardaient en mode mais c'est pas possible en fait. On peut pas faire ça, ou alors faut vraiment retirer tout l'utérus. Je fais mais rien à voir. Et c'est là mais non, t'as une ligaturation, t'as encore tes trompes et tout. Je fais putain. Quand j'étais chez ma gynécologue pour les 1 mois, je dis bah attendez, j'étais pas complètement défoncée, et vous m'avez bien dit que vous aviez surtiré mes trompes. Elle fait bah oui. Elle me montre les vidéos et tout, et en plus ils ont été envoyés en analyse, etc. Parce que elle m'avait demandé si ça m'intéressait qu'ils soient envoyés dans un laboratoire pour la science, pour faire des recherches, etc. Et vu que les miennes étaient saines, que c'était hyper intéressant de pouvoir voir des trompes qui étaient saines, pour peut-être un jour réussir justement à recréer des prothèses. Voilà, pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des trompes, pouvoir les remplacer, voir les cellules, et c'est toujours aller plus loin dans la science et trouver des solutions, par exemple pour toutes les femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes. Donc moi j'ai dit oui tout de suite, c'était un goal. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'on pouvait, j'ai espéré en tout cas, qu'on puisse faire don de son utérus. Alors je sais que vous allez trouver ça un peu bizarre, mais j'étais en mode oui, mais s'il y a des personnes qui peuvent pas tomber enceinte parce que leur utérus ne fonctionne pas, moi étant donné que je ne veux pas d'enfant, je peux lui donner mon utérus si on est compatible. Puis bon, on m'a appris que ça ne fonctionnait pas comme ça, et que malheureusement ce n'était pas encore possible dans notre société actuelle. J'espère qu'un jour ça le sera. Mais sinon j'aurais fait carrément don de mon utérus. J'en ai pas besoin, je ne veux pas d'enfant, moi il me sert à rien. Et il fonctionne, donc s'il pouvait aider quelqu'un, je l'aurais fait avec grand plaisir. Voilà. Maintenant on va revenir un petit peu en arrière et je vais répondre à quelques questions. Et ensuite on parlera de l'opération en elle-même et du après. Une des toutes premières questions qu'on m'a posées bien sûr c'est: tu n'as pas peur de changer d'avis? Absolument pas, mon choix était fait depuis très longtemps. J'étais en parfaite harmonie en fait avec cette décision. Et justement, le fait qu'on m'y autorise pas, ça m'empêchait d'être en harmonie avec moi-même. Ça m'empêchait d'être moi, ça m'empêchait de vivre normalement. Surtout qu'en plus avec le stérilet, j'avais attrapé de gros problèmes de santé, de gros problèmes au niveau de mes règles. Je n'ai jamais eu aussi mal qu'en ayant le stérilet. Enfin vraiment ça a été très violent. J'ai commencé même à me poser des questions sur l'endométriose en me disant est-ce que tu aurais développé ça? Dieu merci non, c'était vraiment le stérilet le problème. Voilà. Donc si vous portez un stérilet et que vous avez des douleurs extrêmement fortes et qu'en plus de ça vous perdez du sang fois 1000, si vos règles sont tellement abondantes qu'une culotte de règles ne tient pas plus de 3 heures, pensez à faire retirer votre stérilet en cuivre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc non, clairement je n'avais pas peur du tout de changer d'avis. Et vous savez l'excuse de l'horloge interne, machin, elle m'est revenue tellement de fois qu'à un moment donné j'ai fini par répondre, et je vais vous le dire à vous aussi. Mais si un jour cette fameuse horloge interne vient faire dong dong, je sais pas d'où elle va sortir mais voilà, et qui me dit ah mon dieu je veux un enfant, tu dois être mère, mon dieu, ouh. Et ben vous savez il y a un truc magique qui s'appelle l'adoption. Ou même être famille d'accueil par exemple. Parce qu'il y a des millions en fait d'enfants qui n'ont pas de famille et qui rêvent d'être adoptés et qui ne se feront jamais adopter et qui crèveront en dessous d'un pont. Donc voilà. Et l'adoption, on m'a répondu ah mais ça, t'imagines pas comme ça coûte cher. Je vous en supplie, faites le calcul d'une adoption vs d'un accouchement. Avec les premières années de vie de votre enfant, ça coûte plus cher qu'une adoption. Parce que vous calculez tous les rendez-vous médicaux, tout ce que vous devez payer pendant la grossesse, pour l'accouchement, et les premiers mois de vie du gosse. Franchement, vous calculez, vous n'êtes pas loin. Donc voilà, si vraiment un jour j'ai mon horloge interne qui me hurle dessus en mode ah là là mon dieu tu dois être mère, je t'en supplie, il faut que quelqu'un récupère ton héritage, bah écoute, j'adopterai un enfant, c'est pas grave. Ou alors je donnerai mon héritage tout simplement à un membre de ma famille. Enfin, quand je veux dire un membre de ma famille, ça sera genre à la cousine de mon compagnon, ou alors à mon petit... Je ne sais pas vraiment comment l'appeler, je dirais mon alien français, le futur enfant en tout cas de mon ami Manon.
Écoutez, je peux pas dire que je suis tata, je ne suis pas marraine, donc je ne sais pas trop ce que je peux dire, mais à ce futur enfant qui viendra, pourquoi pas, si c'est un bon, si c'est une bonne personne, moi avec grand plaisir que je lui lègue ce que j'ai pour qu'il continue la vie et qu'il fasse à son tour des bonnes choses. C'est pas un problème pour moi, et donc voilà. Donc cette question du tu n'as pas peur, l'horloge interne, blablabla, au revoir. Est-ce que ça a été un choix difficile? Pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Et je pense que là aussi, si c'est un choix difficile pour vous, posez-vous la bonne question. Ça doit même pas être un choix difficile, ça doit être une évidence. Si le choix est difficile, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que vous n'êtes pas prête. C'est qu'en fait, il y a un doute au fond de vous que vous voulez peut-être pas vous avouer, mais il y a un doute quelque part. Pour moi, au moment où tu trouves que c'est un choix difficile, c'est pas un choix à faire. Voilà. Ça doit vraiment être naturel finalement, parce que tu le sens au fond de toi. Moi, donc voilà, vraiment, vous allez le sentir au fond de vous. Il n'y a pas de choix difficile en fait, ça n'existe pas. Un choix difficile serait de vouloir des enfants, d'être enceinte et de se dire « Ah, est-ce que je le garde ou pas ?» Là, c'est un choix difficile. La stérilisation n'est pas un choix difficile. Sauf si les médecins te disent « Oui, il faudrait vous stériliser parce que vous avez un problème de santé, etc. » Et que, et si vous voulez des enfants, non, là par contre, on parle même pas de ça. Parce que ça, moi je ne suis pas dans le cas, je ne serai jamais dans le cas. Et je ne veux pas qu'un jour une femme tombe sur sa vidéo et se dise comment ça s'enchaître un choix facile. Il y a des cas où ça sera jamais facile. Moi je vous parle vraiment d'une envie d'être stérilisée. Que c'est pas une obligation que ce soit médicale ou par tiers. Vous voyez ce que je veux dire. Si vous passez par là, sachez que je vous soutiens fortement. Et que j'espère qu'il y a d'autres solutions que de passer par là. Ensuite on m'a demandé est-ce que j'avais peur de l'opération. Alors écoutez, pas du tout, parce que moi j'ai un problème, c'est que je m'en foutisme très fort, mais surtout je n'ai peur aucunement de l'hôpital. J'ai aucunement peur des opérations, j'ai pas peur de tout ça. Tous les actes médicaux pour moi ne me font pas peur. J'ai vécu dans les hôpitaux depuis mes 17 ans, j'ai vécu des opérations. J'ai eu de très lourdes opérations, j'ai eu une opération qui aurait pu me laisser paralysée à vie. J'y étais très sereine, je me suis réveillée, j'ai fait ok, tout va bien. Vraiment, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Moi, je profite de ce moment. À chaque fois, je me dis ok, c'est un moment où tu vas te sentir partir, tu vas te laisser endormir, c'est génial. Tu vas te défoncer après pendant une douzaine d'heures, tu vas avoir ton cerveau qui sera complètement à l'ouest. Étant donné que moi, je ne prends pas de drogue, déjà de base, mais je ne bois pas d'alcool, je n'ai jamais, vous savez, ce sentiment un peu de ah, il n'y a que quand je me fais opérer, donc j'en profite, hein. C'est déjà rare, alors donc voilà. Mais voilà, moi ça me faisait pas peur, et j'avais aussi une énorme confiance envers ma gynécologue, qui est une très bonne gynécologue. Et j'avais aussi confiance en mon corps, parce que, alors avec mon corps parfois on est en total désaccord. Avec mon corps, parfois on se déteste, surtout au niveau de mon poids. Voilà, on se comprend pas, Julise et moi. Les médecins ne le comprennent pas. Lui ne comprend pas non plus ce que veulent les médecins. C'est compliqué. Voilà. Mais un jour, on vaincra. Mais là, on était en accord. Moi et mon corps, on était en pur accord sur le fait de se dire, faut que ça dégage. C'était tellement réfléchi, et surtout c'était tellement devenu essentiel à mon bien-être que je n'avais pas peur. J'avais hâte. Le jour où j'ai ma date d'opération, j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie parce que je n'attendais que ça. Et ça a été un moment hyper émouvant pour moi, parce que je me suis dit c'est bon, ton combat est terminé, t'as eu ce que tu voulais. Enfin. Et croyez-moi que me faire rabaisser par des gynécologues, me faire insulter par des gynécologues, par des femmes qui veulent des enfants et qui ne comprenaient pas ma décision, me faire regarder de travers par les familles de mes ex, ou des gens comme ça que je peux croiser et avec qui je discute et qui d'un coup me parlent d'enfants, et où moi je réponds ah ben moi je veux pas d'enfants, tout ça, j'aimerais à l'époque me faire stériliser. Les regards de jugement, croyez-moi, je les ai vécus en pleine tête pendant très longtemps. Alors qu'en fait c'est juste un choix de ma part, comme c'est un choix de vouloir des enfants, point. Et la femme n'est pas faite juste pour engrosser. La preuve, on est beaucoup trop sur cette planète, donc au bout d'un moment, faut réfléchir aussi. Mais voilà, donc franchement pour moi pas du tout une peur, pas du tout rien de tout ça, très sereine,
lorsque j'ai été... Alors, ça c'est une question qui m'a justement énormément intéressée. Si si tu passes par là, des gros bisous. On juge encore beaucoup la femme là-dessus, surtout si elle est jeune, avec le discours classique « tu vas regretter, tu es jeune ». Tu t'es sentie comprise lors de tes rendez-vous. C'est là vraiment le meilleur conseil moi, que je peux vous donner. C'est de ne pas vous arrêter à un gynécologue. Si le gynécologue que vous allez voir ne vous comprend pas et vous juge, c'est pas le bon. Partez de là. Même conseil pour les psys en fait. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit par rapport à la dépression. Parfois, il faut que tu fasses 6, 7, 8 psys différents pour trouver le psy. Le psychothérapeute, le psychologue qui est fait pour toi, qui est fait par rapport à ce que tu es, à ce que tu ressens. C'est très compliqué et parfois tu dois en faire pas mal. Moi j'en ai fait 7 avant de trouver le mien. Quand j'ai déménagé, j'ai eu la chance ultime de directement tomber sur une personne incroyable qui a repris mon dossier, avec qui le travail est incroyable. Il faut du temps. Il y a un moment donné où malheureusement tu vas rencontrer du personnel médical qui est odieux. Souvent malheureusement des gynécologues qui se prennent pour tu ne sais pas quoi en fait. Ils ont décidé que parce qu'ils ont fait gynécologue ils doivent je sais pas, avoir la parole de l'enfant, avoir que la grossesse c'est quelque chose de merveilleux, la grossesse tout le monde doit y passer, machin, c'est normal pour une femme d'être grosse, d'avoir une grossesse, blablabla. Vraiment, si vous rencontrez ce genre de gynécologue, fouillez déjà, ce que ça ne devienne même pas votre gynécologue pour le reste. Moi je pense que la première question à poser à un gynécologue quand vous arrivez c'est: que pensez-vous de la stérilisation définitive? Si il vous répond: ah mais non, mais ça mon dieu, mais quelle horrible chose, nanana, c'est un scandale, toutes les femmes devraient tomber enceintes. Déjà ne le prenez même pas en tant que gynécologue de base, parce qu'en fait c'est juste une sale personne. C'est une personne qui n'a pas compris et qui a juste ses idées à lui et qui ne voudra jamais, si un jour vient, je sais pas, vous avez même 3 enfants, vous décidez voilà, je veux pas retomber enceinte, on a 3 merveilleux enfants, c'est génial, maintenant on veut plus prendre de risques, je veux me faire stériliser, c'est cette même personne qui vous dira: bah, vous savez pas, imaginez au dernier moment vous voulez un 4e. Donc vraiment, si vous voyez ce genre de personnes, déjà fouillez. Et c'est là que j'en reviens aussi sur le fait que si aujourd'hui j'ai été opérée, c'est parce que j'ai trouvé cette personne. J'ai trouvé cette gynécologue qui m'a compris, mais dès le premier rendez-vous, qui m'a dit: ah non mais je comprends, moi j'ai des enfants mais je vois pas pourquoi tout le monde devrait avoir des enfants, moi j'ai eu envie d'avoir des enfants, si vous n'avez pas envie d'en avoir, vous y avez droit, et autant que moi j'aurais pu avoir des aides pour tomber enceinte, ben, vous aussi vous pouvez avoir des aides pour ne jamais tomber enceinte. Il y a eu sur mon parcours de vie, attention que je n'ai pas juste décidé comme ça du jour au lendemain sans avoir porté un stérilet, machin. Voilà. Mais j'ai aussi un très fort caractère et vous savez, les médecins ils peuvent aller sur l'internet mobile là, j'adore appeler ça comme ça, et voir un peu votre dossier. Il y a eu tellement de demandes de stérilisation, je vais appeler ça comme ça parce que c'est ce que c'est, qu'elle s'est dit oula ouais, on va arrêter de faire traîner les choses parce qu'un jour elle va tuer des gens. Donc voilà, donc vraiment c'est hyper important. Mais oui, le nombre de fois où j'ai vécu ça, franchement je me suis tellement sentie incomprise, mais par bon nombre de personnel médical, hein. Ça a pu être des simples médecins, une fois c'était un anesthésiste, la fois d'après c'était ma diète, où je l'ai regardé, je lui ai fait mais mets-toi de ton cul, ça ne te regarde pas. Et c'est encore très compliqué, je suis complètement d'accord avec ça. On juge encore énormément les gens, mais on ne juge pas que les femmes. Mon compagnon est 100% d'accord avec moi. Mon compagnon à un moment donné a dit: si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à avoir ton opération, je ferai une vasectomie. Et c'est toujours quelque chose pour lui auquel il pense. Il se dit mais de toute façon je veux quand même pas d'enfant, pourquoi ok, moi aussi pourquoi je ferais pas une vasectomie finalement. Donc quand c'est les hommes ça passe un peu mieux parce que c'est réversible, mais c'est encore aussi très jugé. Quand un homme dit qu'il va faire une vasectomie, on lui dit: ah mais tu vas plus pouvoir bander, oh là là tu vas perdre ta virilité. Moi je me souviendrai toujours quand un des amis à mon mec lui a dit ça, je l'ai regardé en mode wow, quoi? Je fais: t'en répètes?
oui, il va perdre sa virilité, nanana, machin, il va perdre ses couilles et tout ça. Éduquez-vous, s'il vous plaît. Mais voilà, ça reste aussi compliqué encore quand un homme décide de faire ça pour juste parfois soutenir sa femme qui ne peut... Enfin voilà, qui... Moi j'aurais très bien pu me dire ok, bah juste je retire ma contraception et basta. Non, je voulais vraiment qu'il n'y ait plus jamais rien qui puisse passer par là. Je voulais vraiment qu'il n'y ait jamais zéro risque. Vous voyez ce que je veux dire. Mon compagnon, s'il le fait, c'est génial autant pour lui que pour nous. Parce que sait-on jamais, hein, imaginez que ma trompe elle repousse, c'est normalement ça ne peut pas exister. Hein. Mais vu ma chance, vu mon karma, tout est possible. Mais voilà, vous allez vous faire juger. Si demain vous faites cette démarche, vous allez vous faire juger. Par le corps médical, par votre famille, par vos amis, par des inconnus dont vous n'avez rien à branler. Parce que les gens sont encore dans les années 50 où il faut peupler. Il faut peupler et la vie de couple, pour qu'elle soit une vraie vie de couple, il faut se marier, il faut des enfants, il faut une maison. Pour avoir réussi dans sa vie, il faut avoir un mariage et des enfants. Vous voyez, moi je suis totalement contre, justement, je pense que c'est un gros problème de notre société de penser ça. On a vu ce que ça a donné dans le passé, donc il faudra peut-être arrêter de reproduire tout le temps les mêmes erreurs, hein, voilà. Donc voilà, je me suis longtemps sentie jugée et puis j'ai trouvé la bonne. Il y a une question de Kiro justement que je trouve aussi très intéressante. Est-ce que tu auras toujours tes règles? Oui. Si vous faites une ligature des trompes, qu'elle soit par clip ou une ligature classique, vous continuerez à avoir vos règles. En soi, vos ovaires, ils sont toujours là. Ça va continuer à produire des règles. Même si je ne possède plus mes trompes, j'ai toujours mes ovaires. Donc bien sûr que ça continue à couler entre guillemets et à passer. Donc j'ai toujours mes règles. Mais par contre, je n'ai plus mes trompes. Je vais vous montrer après un schéma pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour vous. Parce que comme ça vous dites, mais attends, si t'as tes ovaires, ça veut dire que t'as encore tes trompes. Non, je vous expliquerai après. Mais oui, j'ai toujours mes règles. Mais par contre, oh les gars, qu'est-ce que je suis heureuse. Déjà mon cycle est revenu à la normale dès le premier mois. Donc mon cycle à nouveau fait 28 jours. Je ne les ai pas sentis arriver tellement je n'avais aucune douleur. Elles ont été terminées en 4 jours, pas de douleur, un flot, un flux classique vraiment, même une journée plus abondant, mais abondant, genre je pouvais laisser une serviette 4 heures quoi. Quand j'avais mon stérilet, je pouvais pas laisser 1 heure sans que ça perce. Que ça perce la serviette, la culotte et le pantalon. Voilà. Donc oui, j'ai toujours mes règles, mais je les sens plus. Elles passent rapidement et c'est devenu un bonheur de nouveau de les avoir. Ce n'est plus de nouveau une contrainte, c'est vraiment en mode, c'est mon corps qui fait ce qu'il a besoin de faire, il élimine les déchets et c'est très bien comme ça. Amy m'avait demandé pourquoi et quand as-tu pris cette décision? Tu n'as pas à se justifier, mais je suis curieuse de savoir. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de curiosité mal placée. Je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi? Clairement parce que je ne veux pas d'enfant. Et quand est-ce que j'ai pris cette décision? Comme je vous l'ai dit, ça date déjà. Ça date vraiment de très longtemps, mais ça a pris du temps pour être amorcé. Et j'aurais pu en fait être opérée l'année dernière. Pourquoi je ne l'ai pas fait l'année dernière? Parce que j'étais pas prête physiquement à me faire opérer. Et mentalement, j'avais beaucoup trop de choses qui se passaient dans ma tête. Je vivais des trucs beaucoup trop compliqués à ce moment-là. Je ne pouvais pas en fait à un moment donné me dire que j'allais me faire opérer. Parce que là aussi, il faut être dans un certain état d'esprit. Je pouvais pas me faire opérer alors que j'étais hyper angoissée, que c'était le bordel dans ma vie, que franchement c'était impossible. C'était pas possible. Voilà. Logiquement, j'aurais même pu me faire opérer début janvier. Vous vous doutez que je l'ai pas fait parce que suite au décès de ma mère, c'était impossible. Je ne me sentais pas capable. Parce que je sais que si, au moment d'aller sur la table d'op, j'aurais tout fait pour ne pas me réveiller. Et c'était pas le but non plus. Donc il faut aussi savoir quand est-ce que vous êtes prêt à le faire. Ne le faites pas juste comme ça, sans vous prévoir le bon moment. Moi j'ai choisi d'être sereine dans ma tête à ce moment-là. Alors avec ma petite dépression qui est là et qui fait ah nanana, mais j'étais pas dans un mauvais mood. Et physiquement, je me sentais prête à avoir potentiellement
2 semaines de douleur parce que bah oui c'est une grosse opération, ne l'oubliez pas, c'est pas une opération comme ça hein. J'ai eu mal les premiers jours. Vous savez ce qui a été le plus chiant, ça a été la cicatrisation extérieure, donc de la peau. Voilà. Donc voilà, et je crois que j'ai répondu à ta question. Donc voilà. Passons maintenant au jour de l'opération et au post-op. Jour de l'opération, je suis arrivée à l'hôpital à 9 h. J'ai dû m'enregistrer, blablabla. On m'a donné ma chambre, on m'a invité à me changer et déjà me préparer parce que j'étais dans les premières à partir. Comme de fait, j'ai été dans les premières à partir. Donc très très bien. On m'a descendu au bloc, on m'a mis ma perfusion. Et de là, on m'a dit « Allez mademoiselle, bisous bisous, à la prochaine !» Et je me suis endormie et je me suis réveillée très simplement. Donc je vais me mettre ici pour vous mettre un petit schéma là, de l'utérus de la femme. Donc comme vous le voyez, on a donc notre utérus, on a donc les troncs. Moi, j'ai eu la grande chance de les avoir coupées ici et coupées là. Ce qui veut dire qu'elles n'existent plus. Elles ont été retirées de mon corps. Voilà. Mais sinon, pour une ligature des trompes, ça va être vraiment au milieu presque qu'on va venir faire la ligature ou le clip. Voilà. Donc je me suis schématisée en même temps parce que je n'ai pas de photo là devant moi, comme vous pouvez le constater. Hein, je vais devoir rajouter ça au montage, mais je voulais être sûre de bien dire les choses. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Et au niveau du corps, voici une photo du corps. S'il te plaît, YouTube ne me démonétise pas. J'ai eu 4 points. J'ai eu un point au niveau du nombril. J'ai eu un point sur le pubis, sur le haut du pubis. Et j'ai eu un point de chaque côté de mon bas-ventre. Donc vraiment ici. Là. Donc en fait c'est là où les caméras sont passées, où elle a incisé pour passer la caméra, etc. Moi elle a eu beaucoup de mal parce qu'en fait, oui je suis grosse mais je suis très tendue en fait. C'est dur de me décoller. Et donc elle a eu beaucoup de mal à faire gonfler pour pouvoir passer. Ils ont dû forcer un peu le passage. Donc voilà, donc en fait ils font gonfler votre ventre avec du gaz pour ensuite pouvoir passer les caméras. Si c'est les clips, bah, venir installer les clips, poc. Si c'est la ligature, bah, venir ligaturer, hop. Et bah, pour moi, ça a été de faire poc poc des deux côtés. Et elle les a pris, elle les a sortis et elle les a envoyés bah, au laboratoire pour qu'elles puissent être examinées, tout ça, tout ça. Elle a refermé, elle m'a remis sur mon lit, je suis remontée. Voilà. En même temps que l'opération, elle m'a juste enlevé mon stérilet. Voilà. Je me remets à ma place. Je suis remontée dans ma chambre, j'étais complètement droguée. C'était trop bien. J'ai tapé ma meilleure sieste. Franchement, c'était un grand plaisir pour moi. Moi qui dors très mal, sachez que ça a été un énorme plaisir de pouvoir dormir. Et lorsque je me suis vraiment bien réveillée, je me suis d'abord mis assise, on m'a amené à boire et à manger pour vérifier que tout allait bien après l'opération. Enfin, vous voyez, je vais leur dire, appelez-moi même un gros plateau, t'inquiète frère, moi après mon chat après une opération, il n'y a aucun problème. Donc j'ai mangé, j'étais trop bien, je me dis, ça me faisait trop bien puisque j'étais à jeun depuis le lendemain, enfin de la veille 20 h et là il était 14 h déjà. C'est déjà pas mal hein. Et j'avais la dalle, sa mère, qu'est-ce que j'avais la dalle. Voilà. Et donc tout s'est bien passé, j'étais en train de me réveiller, tranquillou. J'ai été urinée après 1 heure, 1 heure et demie de réveil. Il faut demander à une infirmière. La première fois que vous vous levez après une anesthésie, vous devez demander à l'infirmière au moins de vous amener jusque là-bas. Moi j'étais déjà à moitié debout quand elle est arrivée parce que je devais vraiment faire pipi. Et je lui ai dit mais franchement je me sens bien, tranquille, moi je peux y aller. Enfin, je suis désolée mais quand j'ai été opérée du dos, donc qui était une opération extrêmement dangereuse parce que j'aurais pu rester paralysée, quand je me suis réveillée 2 heures après j'étais debout. J'étais debout, d'accord, et je me promenais dans l'hôpital. Donc franchement c'est pas ça qui allait m'arrêter pour aller faire pipi.
Donc j'ai été faire pipi, elle m'a dit ah bah vous allez bien, donc franchement tranquille, prenez votre temps, machin. Bon voilà, moi j'étais bien, je suis retournée un peu dormir, je vais pas mentir. Et puis je devais attendre donc l'arrivée du médecin pour confirmer que tout s'était bien passé, qu'elle puisse aussi elle voir comment j'allais, etc. Donc j'ai attendu, elle arrivait plutôt que prévu, j'étais contente. Au départ on avait 17h, j'étais en mode comment ça 17h, c'est long ça 17h. Elle est venue vers 15h30, donc j'étais trop contente. Et mon chéri avait démarré juste un peu avant qu'elle arrive, donc franchement le temps qu'il revienne c'était nickel. Et là elle m'a annoncé qu'elle avait réussi à tout retirer, et donc moi j'étais en mode pump it up, c'est trop bien, que tout s'était très bien passé, qu'elle avait galéré à me soulever le ventre, mais que parce que tellement j'étais dure. Et en fait derrière cette graisse se trouve beaucoup d'abdos, parce que je suis une sportive, que vous le vouliez ou non. Voilà, j'ai beaucoup d'abdos, comme j'ai beaucoup de muscles au niveau des cuisses, au niveau des mollets, au niveau des épaules, voilà. Un plaisir. J'ai juste des joues quoi, hein. Mon gras il est parti se mettre dans mes joues et dans mon dos aussi. Mais voilà. Donc hyper contente quand elle m'a annoncé ça. J'étais en mode putain c'est trop bien. Quand elle m'a dit j'ai réussi, j'ai su les enlever. Parce que c'est pas toujours possible malheureusement, selon comment est votre corps, selon aussi comment elles sont mises. Est-ce qu'elles sont collées à d'autres parties de votre corps? C'est possible qu'on ne puisse pas du tout les enlever. Et donc là elle aurait juste ligaturé. Mais là vu qu'il y avait la possibilité de les enlever, mais c'était incroyable. Donc elle est venue, elle m'a dit ça, j'étais en mode ok c'est trop bien, pansement à faire tous les 2 jours tranquillement, et au bout d'une semaine, aller faire retirer les fils chez son médecin traitant, voilà, classique, si t'as mal tu prends un Dafalgan. J'ai fait ok très bien. Niveau douleur, franchement moi je me suis levée, j'ai été jusqu'à la voiture de mon mec sans problème. Alors c'est pas douloureux, c'était surtout, vous savez, ça tire. On sent qu'on vous a mis des fils quoi, ça tire, c'est pas très agréable. Quelques petits saignements, parce que moi en plus on m'a retiré le stérilet aussi. Et vous avez beau faire, on a été quand même à l'intérieur de vous et elle a coupé quand même. Donc oui bien sûr, il y a quelques gouttes de sang. J'ai eu vraiment un tout petit peu de saignement et le soir même c'était terminé, je n'avais plus rien. Et de ce qu'il s'agit de l'interne, j'ai pas eu de douleur. Voilà, vraiment, j'ai pas eu de douleur au niveau de l'utérus ou quoi que ce soit. Alors que lorsqu'on m'a mis mon stérilet, j'ai crevé de mal les 2 semaines qui ont suivi. Là, pas du tout. Genre, c'est comme si en fait on m'avait rien fait. À un moment donné, j'ai même douté. Je fais, bah attends, bah, on m'a bien opéré quand même. Ce qui a été le plus douloureux, moi, ça a été de cicatriser parce qu'on était en période de canicule. Et malheureusement je suis une personne qui a vraiment une transpiration excessive, donc je transpire, vous imaginez pas à quel point. Surtout en plus de ces endroits là, au niveau du nombril, sur les côtés, donc dans mes creux, of course, au niveau de mon pubis, bah, on n'en parle même pas. C'est serré par une culotte, donc je vous laisse imaginer la transpiration que ça peut donner. Donc j'arrivais pas à cicatriser, c'était un enfer sur terre, parce que ben, transpiration qui venait directement se mêler, etc. Donc je désinfectais tout le temps, c'était un enfer. Et donc au bout d'une semaine on n'a pas du tout pu enlever les fils, parce qu'en plus je commençais même une infection à 2 endroits, au nombril, tiens c'est étonnant, et au pubis. Est-ce que c'était étonnant? Non. C'est les 2 parties où je transpire le plus en soi, enfin quand on a des fortes chaleurs, en sachant que tu as le pansement et qui ben, il macère en fait tout simplement, il macère parce qu'il n'arrive pas bien à respirer, mais avec la chaleur, ben, surproduction de sueur à l'intérieur du pansement, c'est un enfer. Mais ça a fini par aller, j'ai pu enlever mes fils au bout de 2 semaines et demie, où finalement la cicatrisation s'est bien passée. En fait on a dû changer de pansement déjà dans un premier temps, et il a fallu que la canicule se calme, hein. Voilà. Mais tout va bien qui finit bien, vu que j'ai dit tout va bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien, vu que de toute façon ça a super bien guéri. Aujourd'hui je me sens parfaitement bien. Aujourd'hui je vous filme ça, on est quand? On est le 8 octobre. J'ai attendu de voir mes 1 mois post-op, d'être complètement cicatrisée et aussi d'avoir eu mes premières règles, etc. pour pouvoir vous en parler un peu mieux. Je vais très bien. Mes cicatrices sont parfaites. Et en fait au bout d'un moment, enfin j'ai oublié que j'en avais 4. Les 2 seules qui me faisaient mal, c'était celles qui étaient infectées. Et quand je dis mal, c'est mal.
Vous voyez, c'était pas genre, j'étais pas en train de mourir de douleur. Vraiment, ce qui me faisait le plus mal à l'époque, c'était ma dent, hein, je vous le dis très honnêtement. J'ai dû aller me faire m'arracher une dent quelques jours après ça. Je vous jure que j'avais bien plus mal ma dent que le reste, hein, voilà. Mais voilà, moi j'ai pas eu de douleur en tout cas. Maintenant c'est mon corps, le corps est le mien. J'ai une tolérance à la douleur qui est très élevée. J'ai une tolérance aux médicaments qui est très élevée. Enfin, il me faut beaucoup pour prendre un antidouleur. Pour moi, les opérations, les cliniques, c'est devenu un quotidien. Pour moi, c'est normal maintenant de me faire endormir pour que ce soit mes coloscopies, pour ça, pour autre chose. Pour moi, c'est normal. Donc, en fait, j'ai plus aucun stress, j'ai pas peur. Mais je sais aussi que mon corps est prêt à faire ça. Je sais qu'il est assez fort pour ça. Et que mentalement, je suis assez forte aussi pour gérer s'il y a des complications. Mentalement, vous devez être fort. Et vous devez vous dire que vous devez être aussi préparé à l'éventualité que ça puisse mal tourner. Une opération, c'est une opération. On rentre en vous, on vient couper en vous. C'est pas quelque chose d'anodin. On se fait pas opérer pour le plaisir. Donc n'oubliez pas que oui, c'est une opération qui, bien sûr, vous pouvez avoir l'envie de la faire et le besoin de la faire. Mais n'oubliez pas aussi que derrière, il peut y avoir des complications, bien sûr. Donc préparez-vous aussi à cette possibilité sans devenir complètement parano. Hein. Moi perso, j'y suis allée en mode ok, très bien. Je me suis renseignée avant sur comment ça pouvait mal tourner pour que moi aussi je sache. Premier truc que j'ai demandé à ma gynécologue, c'est qu'est-ce que je dois surveiller, à quel moment je dois m'inquiéter. Voilà, c'est tout. Et ben, si ça avait mal tourné, ça aurait mal tourné. Mais là encore, il faut pas attendre, il faut comprendre son corps, il faut écouter son corps. Mais je suis sûre que vous pouvez le faire. Si moi je l'ai fait, vous pouvez. En fait, si moi je fais, tout le monde peut le faire, d'accord? Parce que je ne suis pas non plus la plus intelligente ou la plus forte. Bien que tout le monde pense ça, c'est pas le cas. Donc, et donc au rendez-vous des 1 mois, on a fait une vérification. Donc, petite échographie de l'intérieur où elle m'a montré mes ovaires. On a regardé que tout allait bien. Tout allait très bien. Moi je suis une grosse curieuse, donc j'ai demandé si elle avait des photos avant après mon utérus. C'était le cas, donc j'ai pu voir et je trouvais ça trop drôle. Et je lui ai dit qu'en vrai j'aurais adoré voir mes trompes avant qu'elles partent au labo. Mais elle m'a dit on aurait pu, fallait me le demander. Enfin, j'ai pas pensé à ce moment là, mais sinon j'aurais adoré les voir avant qu'elles partent. Ça, je trouve ça hyper intéressant, l'anatomie. Quand on m'a opéré mon hernie discale qui faisait 1,7 cm sur 2,5, le premier truc que j'ai dit c'est les gars, avant de l'envoyer au labo, je peux la voir. Donc il me l'a mis dans du formol pour que je puisse la voir avant qu'elle parte au labo. Voilà. Mais voilà, on a fait cette vérification là. Quand vous avez une ligature, de toute façon, il y a toujours au moins un prélèvement qui est fait pour envoyer aux analyses, pour vérifier que tout va bien, blablabla. Il y a un petit frottis au passage parce que de toute façon vous êtes endormi, donc tant mieux. Tous mes résultats sont revenus négatifs, tout allait bien. Donc voilà, et donc je la revois dans presque 1 an, je crois. Un peu plus tôt parce qu'il faut que je fasse mon frottis, mais un autre frottis. Mais voilà, je vais super bien. Je suis très heureuse d'avoir eu mon opération. Je vous demanderai de respecter ça. Je veux en parler parce que j'aurais aimé en fait trouver un jour sur YouTube quelqu'un qui a eu une stérilisation et qui en parle. Parce que je me suis sentie très seule, sachez-le, je me suis sentie vraiment hyper seule dans ma décision et hyper seule parce que personne n'en parlait sur les réseaux, personne n'en parlait sur YouTube. Et là maintenant j'ai l'impression que bizarrement, je sais pas, il y a un truc sur TikTok genre où tout le monde se fait stériliser. Je me dis putain, il fallait faire ça avant, s'il vous plaît. J'aurais bien aimé avoir ce genre d'informations, savoir pouvoir en discuter et tout ça. C'était pas le cas à l'époque, donc voilà. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Toutefois, si vous n'avez pas envie que vos questions soient publiques, vous pouvez, si vous le souhaitez, me les envoyer sur Instagram. Où là, donc, ça ne sera pas public. Il n'y a que moi qui verrai vos questions.
Donc tout est en barre d'infos, mon Insta, etc. pour si vous voulez me contacter et me poser vos questions au sujet de la stérilisation. Si vous-même vous l'avez vécu par choix, hein, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre expérience en commentaire. Comment ça s'est passé pour vous? En tout cas moi j'espère que ça s'est très bien passé. Si vous êtes en cours, bah écoutez, j'espère que ça se passera bien. Et s'il y a des personnes qui ont dû le vivre mais malheureusement pas par choix, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, partager votre expérience, parce que peut-être que d'autres personnes passeront par ici et seront rassurées de savoir que oui, vous avez dû le vivre mais que vous allez bien aujourd'hui, du moins j'espère. Et n'oubliez pas que chacun a sa vision de la vie, chacun a sa vision des choses. C'est à respecter. Il faut respecter les gens qui ne veulent pas d'enfants autant qu'on respecte les gens qui veulent des enfants. C'est très important. Donc écoutez, sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu décousue, mais j'ai pas eu envie de l'écrire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette opération. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et j'ai pas eu envie de l'écrire. J'ai vraiment eu envie que ça soit de mon cœur, que ça sorte de mon cœur jusqu'à vous, point barre. Donc j'espère que ça vous aura plu, que c'était assez clair. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires ou en privé si besoin. J'y répondrai avec grand plaisir, parce que peut-être que je n'ai pas parlé d'un certain sujet qui peut-être vous intéressait. Donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.